Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre lors de cette émission. Votre émission Grande Analyse, cette émission qui a pour vocation de vous donner tout sur l'actualité en République démocratique du Congo. Nous savons que l'actualité reste dominée sur l'arrestation du collaborateur personnel de Moïse Katumbi Tchapo, qu'il s'agit bien de Salomon Eskadela, qui est jusqu'à ce jour entre les mains de services de renseignement de l'armée ex de Miap. Hier, sa résidence a été perquisitionnée et c'est les deux résidences de son président, l'une ici à la ville de Kinshasa et l'autre à Lubumbashi. Nous avons appris aussi que la résidence de la mère de Salomon Eskadela a été perquisitionnée. C'est aussi ça, la beauté de la démocratie, parce que quand on vous accuse de certains griefs, il faudra que la justice fasse son travail. Et la justice est en train de faire son travail. C'est aussi ça, la beauté de la démocratie, comme voulais-je dire. Mais en dehors de ça, nous allons aussi parler de ce désaccord qu'il y a entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, et le président de l'Assemblée provinciale, Godem Poye. Plusieurs correspondances écrites au gouverneur par le président de l'Assemblée provinciale, aucune réaction, mais nous avons vu sur la toile une vidéo qui a circulé depuis hier soir, où soi-disant ils se sont réconciliés. Est-ce qu'il y a eu un problème entre les deux personnalités ou les intérêts privés ont primé sur les intérêts de la nation? On va essayer de débattre avec notre invité. Il s'agit bien, c'est un invité que vous connaissez déjà. Il s'agit bien de M. Dani Chamala, qui est analyste politique. C'est avec lui que nous allons évoquer certaines questions qui circulent dans les communs des mortels. Bonjour, M. Dani. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Non, je vais très bien. Très bien. On commence avec Salomon. C'est depuis le 30 mai qu'il est entre les mains de la justice militaire. Il y a plusieurs griefs qui ont été mis à sa charge, entre autres, port illégal d'armes, la nationalité belge, atteinte à la sûreté de l'État, être en communication permanente avec le membre ou le représentant du M23. C'est tout ça, c'est tous ces griefs qui ont été commis à sa charge. Et c'est vrai que nous laissons à la justice le temps de faire son travail, mais la grande préoccupation reste, c'est ce que le commun des mortels ou une certaine opinion pense, que du fait qu'il soit proche de Moïse Katumbi, comme la tête de Katumbi ne plaît pas au régime, c'est pourquoi on cherche à l'affaiblir. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Comme je l'ai toujours dit, lorsque une affaire est devant la justice, je me réserve beaucoup plus de faire de commentaires là-dessus, surtout que ce sont des faits qui sont en train d'être examinés par les services judiciaires. Nous pouvons qu'examiner sur le plan politique ce qui peut intéresser notre population, parce que cette arrestation a fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de notre population, qui a le droit d'être informée et de savoir effectivement ce qui s'est passé et puis comment les choses se déroulent en République démocratique du Congo. Parce que ici il y a des gens qui sont sautés pour dire que non, voilà, c'est une violation des règles démocratiques, c'est une violation des droits de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui ont spéculé là-dessus. Et ça demande à ce que nous puissions fixer quand même l'opinion avec nos analyses indépendantes, bien sûr, pour que la population ne reste pas toujours dans les flous, parce que cette question, chacun tire le drap de son côté. Quand vous recevrez les gens du pouvoir, ils vont parler en leur faveur. Vous recevrez aussi les gens de l'opposition qui cherchent à se victimiser à tout moment, tout ce qui est posé comme acte par tel ou tel autre service. Donc, et j'étais sur la tête du chef de l'État, sur la tête du pouvoir, pour faire voir à la population que non, nous ne sommes pas aimés, nous ne sommes pas, au fait, tolérés en République démocratique du Congo. Alors, je crois que c'est sur base de toutes ces questions-là que nous allons essayer un peu d'analyser la question de M. Salomon Eskadela, qui serait entre les mains de l'ADMIAP. Ce que je vais dire d'abord d'entrée de jeu, c'est quoi? En fait, nous devons savoir une chose. Quelle est la mission de DEMIAP? Et qui est M. Kalonda? Effectivement.
est-ce que la DEMIAP a arrêté M. Kalonda parce qu'il est proche de Moïse Katumbi? Je ne pense pas. Est-ce que la DEMIAP a mis la main sur M. Kalonda du fait qu'il y a des choses qu'on lui reproche et qui relèvent de la justice militaire? Au vu de toutes ces questions-là, nous avons suivi aussi avec tout le monde sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision bien sûr, la communication faite par l'un des membres du service de la DEMIAP, qui a éclairé l'opinion sur les faits qui sont reprochés à M. Kalonda, qui a été arrêté. D'ailleurs, d'entrée de jeu, je vais vous dire une chose, c'est que la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant comment on a arrêté des gens à l'aéroport et tout ça, la personne là que nous avons vue sur la vidéo là, c'est pas Iskadel Kalonda, c'est pas M. Kalonda qu'on a arrêté là. Au moment où les gens ont commencé à filmer, Kalonda était déjà arrêté. Arrêté, ok. Kalonda était déjà arrêté. Et celui qui a été arrêté, qu'on montre dans les vidéos là, c'est une personne qui voulait faire obstruction à la justice ou à l'exécution des missions de la DEMIAP. C'est ce monsieur-là qu'on montre comment on est en train de l'arrêter. Parce que là, Kalonda était déjà dans le véhicule. Maintenant, lorsqu'on l'a arrêté, il y a des gens qui se sont précipités pour faire des déclarations, pour faire des communiqués. Il y a eu beaucoup de déclarations par rapport à son arrestation. Maintenant, quand tout le monde passait sur des chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, c'était quoi la demande? Les gens, que ce soit les gens de l'opposition, des gens des ONG des droits de l'homme, et tout le monde, chacun cherchait à savoir qu'est-ce qu'on reproche à Salomon Kalonda. Parce que la version qui a été beaucoup plus mise en exergue, c'était que M. Kalonda est arrêté parce qu'il est proche de Moïse Katumbi. Effectivement, c'est ce qui s'est dit et les gens étaient beaucoup plus penchés sur cet aspect des choses. Maintenant, comme maintenant dans la population, on ne parvenait pas à cerner effectivement quelle est la vérité par rapport à ça, le service de la DEMIAP était obligé et contraint de communiquer sur ça pour apaiser l'opinion, donner l'information que nous n'avons pas arrêté M. Kalonda. Ça a été fustigé par beaucoup de personnes. Voilà. Pourquoi le service de renseignement va tenir de point de presse? Voilà. Mais au fait, ce que nous constatons aussi, c'est qu'en République démocratique du Congo, nous voulons une chose et son contraire à la fois. Vous avez dit que vous ne connaissez pas pourquoi on l'a arrêté. Donc la population a droit de savoir pourquoi on a interpellé un Congolais. À l'aéroport, encore, je veux dire qu'il n'est pas interdit d'arrêter quelqu'un à l'aéroport. Et surtout que l'aéroport est considéré toujours comme une frontière. Il n'est pas interdit d'arrêter quelqu'un à l'aéroport. Vous allez partir en France, partout dans le monde, même aux États-Unis, vous verrez comment on interpelle les gens au niveau des aéroports. Et ici, moi je vous dis, et je mets quiconque à défi, il a été arrêté avec dignité, mais seulement que les gens qui nous ont apporté l'information, ils ont apporté cette information avec beaucoup de sentiments, beaucoup de penchants, sans pour autant tenir compte que le service qui a mis la main sur lui, c'est un service qui relève de la sécurité. Et les questions de la sécurité ne se traitent pas comme ça sur les chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux. Lorsqu'un service de sécurité interpelle quelqu'un, peut-être que c'est juste pour poser certaines questions, vérifier quelque chose que le service a trouvé un peu compliqué ou que le service cherche à comprendre. Et une fois que les questions sont éclairées, le service peut te libérer, vous allez rentrer à la maison. Mais monter sur les toits, commencer à épiloguer sur des questions que vous n'avez pas la connaissance, ça dénote la mauvaise foi et cherche tout simplement à agiter la population pour rien. Alors, par rapport à tout ça, M. Kalonda est arrêté par le service de la DEMIAP au niveau de l'aéroport, ce qui n'est pas interdit. Et l'agitation qui était maintenant dans la population a fait que M. Kalonda, ou soit a fait que le service de la DEMIAP puisse communiquer.
Donc, le fait pour le service de renseignement de communiquer sur cet aspect des choses, c'est tout simplement pour apaiser la population qui avait soif de savoir pourquoi il a été arrêté. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se racontaient. Non, on l'a arrêté parce que c'est lui qui détiendrait l'argent de Moïse Katumbi, parce qu'il est le pion indispensable, c'est lui la tête pensante. Voilà, on veut affaiblir Katumbi et tout ça, tout ça. Il y a beaucoup de choses, qui se sont racontées là-dessus. Et là, je vais dire encore quelque chose, c'est que M. Kalonda, tel que vous le voyez là, c'est un Congolais comme tous les Congolais. Il n'a pas une qualité officielle en République démocratique du Congo. Il n'est ni député, ni sénateur, ni bourgmestre, mais il est tout simplement conseiller de M. Moïse Katumbi, qui est un opposant, qui n'est même pas député, M. Moïse Katumbi, qui n'est pas un député en République démocratique du Congo. Et tous ceux qui sont tout autour de lui, qui n'ont pas de fonctions officielles, ce sont des Congolais comme tous les autres. Lorsqu'on constate qu'il y a des faits qu'on peut peut-être lui reprocher, on peut toutefois les interpeller. Et cette interpellation-là ne viole aucune disposition de la loi en République démocratique du Congo, même pas la Constitution, comme les gens ont dit. Non, 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 ça c'est un recul à ce qui concerne la démocratie. C'est une violation flagrante de la Constitution. Sans pour autant dire même les dispositions qui... La CAGE est montée au créneau pour dire que c'était une arrestation irrégulière. La CAGE, on connaît quand même le prouesse de la CAGE en République démocratique du Congo. Quand il monte au créneau, est-ce qu'on ne peut pas sentir qu'il y a eu réellement certaines irrégularités à son arrestation? En fait, la CAGE a appris avec nous, avec toute la population. La CAGE n'était pas sur les lieux lorsqu'on l'a arrêté. Et lorsque le service de renseignement ou le service de sécurité ouvre un dossier contre quelqu'un, il n'informe pas à CAGE. À CAGE, une association sans but lucratif, c'est une ONG. Oui. Se contente aussi des informations comme tout le monde. Et on l'informe que non, voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais la CAGE n'était pas à l'aéroport pour vérifier l'arrestation de M. Kalonda. Et aussi, la CAGE n'était pas là lorsque les services de sécurité ont commencé à enquêter sur M. Kalonda. Et il y a aussi quelque chose que je veux révéler un peu par rapport à cette situation. Lorsque la CAGE dit qu'on l'a interpellé d'une manière arbitraire et tout ça, j'ai suivi le grand frère de M. Kalonda, M. Moïse Monindela, oui, qui dit ceci, qu'on savait qu'on va arrêter Salomon. Donc, il savait qu'on allait arrêter Salomon. Par quelle magie? Voilà. Il dit que j'ai dit à Peter Tchani, qui est un journaliste, votre collègue journaliste, le grand frère de Salomon lui a informé qu'on va arrêter mon frère Salomon. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà au courant que Salomon sera arrêté. Vous comprenez? Mais il ne nous a pas informé, il n'a pas donné vraiment de vraies informations pour dire comment tu as su que ton frère sera arrêté et quels sont les signes qui t'ont poussé à dire à un journaliste que retenez, Salomon sera arrêté. Parce que dans la communication de la DEMIAP reproche entre autres la détention d'une arme. Et cette arme a été saisie le 20 mai lors d'une marche. C'est-à-dire que tous les leaders de l'opposition qui étaient là savaient qu'aujourd'hui, on a saisi une arme qui était entre les mains de Salomon. Et sur base de ça, comme Salomon ne détenait pas l'autorisation de porter cette arme-là, il sera arrêté. Donc ils étaient au courant qu'il y a un fait qui peut pousser à l'arrestation de Salomon. Et lorsque les services de sécurité enquêtent sur des faits, ils ne sont pas là pour commencer à informer tout le monde que non, demain nous allons faire ceci, demain nous allons faire cela. Non. C'est un fait grave.
Lorsqu'on va informer à quelqu'un, il va chercher même à se soustraire de la justice. C'est pourquoi on appelle ça des services secrets. Ce sont des services de sécurité, mais on appelle ce sont des services secrets. Lorsqu'ils enquêtent secrètement et ils viennent maintenant mettre la main sur le concerné. En ce moment-là, les gens sont maintenant au courant que non, tel est arrêté. Mais du moins, les leaders de l'opposition, ainsi que sa famille, parce que c'est son grand frère propre, qui avait informé bien avant à un journaliste que Salomon sera arrêté. C'est-à-dire, il dit à la population que mon frère avait commis des faits susceptibles d'être interpellés. Mais Matata a dit que cette arme-là appartenait à son garde du corps. Il l'a perdu le 25 mai. Lors de leur sitting, de la marche pour leur sitting à la CENI. C'est ce jour-là que ce garde du corps a perdu cette arme. Mais en vous entendant parler, vous dites que l'arme était... Salomon a perdu l'arme le 20 mai. Qui dit vrai, qui dit faux? Parce que Matata a reconnu que c'est une arme de son garde du corps. Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire que personne ne croira dans ce pays au dire de M. Matata. Pourquoi? Parce que moi et vous, nous sommes sans ignorer que M. Matata a connu une crash avec l'avion à l'est de la République démocratique du Congo. Et dans cet avion, un député de ce pays a connu la mort. Sauf que Matata est sorti vivant et 2 semaines après, il a été nommé Premier ministre. Lorsque M. Matata... Voilà. C'est ce qu'on veut savoir. Oui. Lorsque M. Matata dit aujourd'hui que l'arme que les services de sécurité donnent possession à M. Kalonda, c'est l'arme de son garde du corps. Il dit ça en date du 6 juin, entre le 5 ou le 6 juin. Alors que son garde du corps prétend avoir perdu son arme le 25. Oui. Vous comprenez? Oui. Entre le 25 et la communication de l'ADEMIAP, il s'est passé beaucoup de temps. Oui. Voilà que c'est seulement les 6 après avoir suivi la communication de l'ADEMIAP que Matata sort de son silence pour dire que voilà l'arme, c'est l'arme de mon garde du corps. Voilà ce que je vais vous dire. Vous savez, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, il y a toujours des gens qu'on appelle des intrus. C'est-à-dire quoi? Des infiltrés. Il y a toujours des gens qui sont dans l'union sacrée, mais qui jouent le jeu de l'opposition. Et il y a aussi les gens dans l'opposition qui jouent le jeu de la majorité. Je m'explique. Lorsque Matata vous dit, lors de la marche, Oui. que voilà, j'ai l'édit ici, que nous avons trouvé dans le véhicule de M. Moïse Gatumbi, qui prouve que les policiers ont tiré des balles réelles sur les opposants. Donc, il militait d'assassiner ou d'abattre les opposants. Les experts en balistique, des militaires, même des policiers, disent que lorsqu'on tire une balle, l'aiguille tombe sur place, sur le lieu, là où le tireur est positionné. Et c'est la balle qui part, ou le projectile qui sort de la balle qui va aller pour causer les dégâts. Mais quand Matata était dans le véhicule et qu'il a ramassé l'aiguille, c'est-à-dire que celui qui a tiré était où? Il était dans le véhicule. Vous comprenez? Il peut nous dire tout simplement que c'est son garde du corps qui avait tiré les balles sur le manifestant, voire même les policiers. Voilà ce que Matata est en train de réveiller dans les têtes des services de sécurité. Entre-temps,
il nie le fait que M. Salomon ne détenait pas une arme. Oui. Mais Matata vient renforcer maintenant les services de sécurité pour dire que non. Effectivement, on avait une arme pendant notre manifestation. Il est en train de mettre de l'essence sur le feu. Il dit ceci. Effectivement, le jour de la manifestation, on avait des armes. Mais l'arme que vous avez saisie là, ce n'est pas celle de Moïse, de Salomon, mais c'est l'arme de mon garde du corps. Comprenez un peu, cette marche-là, c'était une marche pacifique. Vous vous amenez avec des gardes du corps armés. Et aussi, une chose. Mais c'est pour assurer leur sécurité. Voilà, pour assurer leur sécurité. Mais quelle a été maintenant la présence, l'objectif ou l'importance de la police qui a été déployée? C'était pour assurer leur sécurité. C'était pour assurer leur sécurité parce que cette police-là n'était pas leurs ennemis. C'est pour sécuriser les marchands, la population et leurs biens. C'est une mission qui est dévolue à la police. Mais vous vous amenez dans une marche pacifique avec vos gardes du corps, avec leurs armes. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que vous étiez en train de préparer quelque chose. Vous voyez un peu? Mais il dit non, l'arme que l'on est en train de reprocher à l'autre, cette arme-là n'est pas de Salomon, mais c'est l'arme de mon garde du corps. Mon frère journaliste, lorsque vous perdez même votre propre téléphone, à la minute qui suit, quel est votre réflexe? Vous allez déclarer la perte de votre téléphone là, même au niveau de service du réseau, pour obtenir la carte, la SIM blanche. Et aussi, vous pouvez dénoncer à la police la plus proche. Pourquoi? Parce que celui qui a volé votre téléphone peut peut-être utiliser en menaçant des gens ou en posant certains actes qui peuvent être susceptibles de poursuites judiciaires. Mais ce qui peut vous couvrir, c'est quoi? C'est le fait d'avoir dénoncé au niveau d'un OPJ que je viens de perdre mon téléphone. Mais le garde du corps de Matata, je présume c'est un policier formé. Parce qu'il semble qu'il était avec lui depuis qu'il était Premier ministre. C'est un policier formé, c'est quelqu'un de la sécurité, il est dans les rouages de la sécurité. Comment il peut perdre une arme le 25? Il ne fait aucune déclaration au niveau de service judiciaire. Comment il peut être couvert? Si là, c'est lui qui avait volé cette arme-là, peut s'amener avec ça quelque part et commettre des gaffes. Comment il peut se justifier? En d'autres termes, voilà ce que Matata est en train de dire encore. Parce que c'est une arme que les services dit avoir trouvé entre les mains de Salomon Kalonda. Mais il dit ceci à la population, que Salomon a volé l'arme de son garde du corps. C'est ajouter encore une autre infraction sur la tête de Salomon. En dehors de ce qui lui sera reproché, détention illégale, autre chose et tout ça, on va lui reprocher aussi le fait d'avoir volé l'arme du garde du corps de M. Matata. On va lui reprocher encore ça. Et c'est comme ça que je vous ai dit que même dans l'opposition, il y a toujours des infiltrés, et même dans la majorité aussi, il y a des infiltrés. Donc les infiltrés sont un peu partout. Pour revenir à ce que j'avais dit, je disais que Matata, tout ce qu'il peut dire aux Congolais, tout ce que nous pouvons aujourd'hui, nous Congolais, suivre de Matata, nous dirons toujours que ce sont des mensonges et des montages. Ce que le reproche au service, le service quand même nous a dit qu'il y avait une arme. Aujourd'hui, Matata confirme l'existence d'une arme. Voilà qu'il a donné raison aux services qui n'ont pas fait un travail au hasard. Ils ont fait un bon travail parce qu'il y avait une arme dedans. Oui, on retrouve, je dirais plutôt, accusé de port illégal d'armes. Hier, la résidence de Salomon a été perquisitionnée. Deux résidences de Moïse Katumbi. Et on apprend que le soir de la journée d'hier, c'est la résidence de la mère de Salomon aussi qui a été perquisitionnée à Lubumbashi. L'infraction reste individuelle. Pourquoi ingérer Katumbi dans ce qui concerne Salomon et la mère biologique de Salomon dans ce qui concerne son fils?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question-là. Je vais tout simplement vous répondre en disant ceci. Vous savez, on ne doit pas tout politiser. Et nous ne devons pas voir le diable partout. Salomon Kalonda n'est pas arrêté par le parquet, mais c'est par le service de sécurité qui a mis la main sur M. Kalonda. Et ce n'est pas n'importe quel service. C'est le service de renseignement militaire. Le service de renseignement militaire. Dans la communication de ce service, il nous a été relaté que M. Salomon Kalonda serait en contact permanent avec les officiels du mouvement M23 soutenu par le Rwanda qui sème la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce sont ces services qui ont auditionné M. Salomon Kalonda, qui ont pris les déclarations de M. Salomon Kalonda. C'est sur base de ce que M. Salomon Kalonda déclare devant ces services et sur base de ce que les services ont trouvé, d'après leur dire, dans son téléphone, qu'ils ont procédé à la perquisition des résidences de M. Kalonda Salomon. Si c'est ici à Kinshasa, Lubumbashi, on peut perquisitionner, même si il résidait encore à l'étranger, on peut constituer une commission rogatoire pour qu'on puisse aussi perquisitionner. Ce n'est pas une infraction. Perquisitionner une maison ou une résidence de quelqu'un, ce n'est pas interdit par la loi. Parce que quand vous parlez déjà d'une perquisition, c'est-à-dire c'est un acte qui doit être posé par certains services. Si toi et moi ici, nous entrons dans une maison de quelqu'un, on ne peut pas parler de la perquisition. Donc la perquisition, c'est un acte qui peut être posé par certains services, les services habilités. Vous comprenez? Si toi et moi, tels que nous sommes là, nous sautons, nous entrons dans une maison de quelqu'un, nous commençons à fouiller et tout ça, on peut nous poursuivre pour autre chose. Vous comprenez? Mais là, on parle de la perquisition. La perquisition peut être faite par le service de sécurité. La perquisition peut être faite par le parquet. La perquisition peut être faite que par des personnes attitrées. Vous comprenez? Ce n'est pas n'importe qui peut aller perquisitionner. Non, c'est un acte. Vous comprenez? Et lorsque les gens qui viennent là, quand ils viennent avec un document. Vous comprenez? Ils viennent avec un document signé par une autorité habilitée à le faire. Ils ne viennent pas comme ça pour commencer à fouiller une maison. Non. C'est pourquoi même eux-mêmes, quand ils parlent de la perquisition. Donc, ils connaissent l'acte qui est posé par ces agents-là qui sont partis. Vous comprenez? C'est sur base de ce qu'ils ont comme élément et comme information qui se sont permis de poser des actes dans ce sens-là. Ce que je demande à la population congolaise, et ce que je demande aussi à l'opposition, ce que je demande à la majorité ou l'Union sacrée, laissons le temps à tous les services de fonctionner normalement. Que la justice fonctionne, que la police fonctionne, que l'armée fonctionne, que l'ANR fonctionne, que tous les services fonctionnent normalement. Ce n'est pas un péché. Partout dans le monde, tous ces services-là fonctionnent. Il ne faut pas céder aux intimidations, il ne faut pas céder au racontage, il ne faut pas céder à quoi que ce soit, que chaque service fasse son travail. C'est ça ce qu'on appelle l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Dans un état de droit, lorsque vous êtes suspecté de quoi que ce soit, les services qui sont sur vous doivent poser les actes de leur mission ou de leur profession. C'est comme ça, de leur ministère. C'est comme ça. Ce n'est pas une infraction parce qu'on a perquisitionné. Vous suivez avec moi aussi le procès Mwangachuchu. Oui. Lorsqu'on est allé perquisitionner chez M. Mwangachuchu, pourquoi on n'a pas condamné? Pourquoi on n'a pas condamné?
On n'a pas condamné que non, mais voilà, ils sont allés perquisitionner chez Mwangachuchu et tout ça, tout ça. Ce n'est pas une infraction lorsqu'on a perquisitionné une maison, une parcelle. On dit que c'est la tête de Katumbi qui dérange. C'est pourquoi il faut chercher à clouer ses collaborateurs pour qu'ils n'aient plus assez de souffle pour mieux se lancer dans la bataille, surtout qu'on l'appelle Salomon. C'est pratiquement le maître à jouer. Monsieur le journaliste, je serai un peu très sévère pour répondre à cette question-là. Comment chercher les têtes des gens. Je veux vous dire que M. Katumbi, dans ce pays, en République démocratique du Congo, c'est pourquoi j'ai toujours dit aussi aux gens que nos musiciens méritent beaucoup, mais ils gagnent moins. Parce qu'ils font un travail énorme. Au travers de nos musiciens, il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Oui. Parce qu'ils ont été chantés par ces musiciens-là. Oui. Et nos équipes de football aussi méritent beaucoup, mais ils gagnent moins. Parce qu'au travers des équipes de football, il y a des gens qui sont des ministres, il y a ceux qui sont des gouverneurs, il y a ceux qui sont des PDG d'entreprise, il y a ceux qui sont des conseillers même à la présidence, au travers les équipes de football. Vous comprenez? Oui. Monsieur Moïse Katumbi, dont on doit chercher sa tête, je vous rappelle que Monsieur Moïse Katumbi fut gouverneur au Katanga sous le régime de Monsieur Joseph Kabila. Monsieur Moïse Katumbi fut plébiscité par Joseph Kabila comme le meilleur de ses gouverneurs, l'élève fidèle de Monsieur Kabila. Quelque temps après avoir tout gagné avec M. Kabila, M. Katumbi va se rebeller contre Kabila et il va fuir ce pays. Lors des élections de 2018, M. Katumbi n'a pas été autorisé à rentrer dans ce pays du fait qu'il avait des ennuis avec la justice. S'il mettait ses pieds en République démocratique du Congo, on allait l'incarcérer parce qu'il était sorti sous prétexte qu'il était malade, il fallait bénéficier des soins à l'extérieur. Jusqu'à ce que les élections ont eu lieu, le président Tshisekedi a remporté ces élections, il a été investi et tout. M. Katumbi n'était pas dans ce pays. C'est M. Tshisekedi qui pèsera de tout son poids pour que Moïse Katumbi retourne dans ce pays. Je pense qu'à l'époque, il savait aussi que Moïse a une tête. Il ne pouvait pas dire qu'il ne pouvait pas avoir peur de la tête de Moïse à l'époque. C'est seulement maintenant, après avoir reçu tous les attributs du pouvoir, qu'il va avoir peur de la tête de Moïse Katumbi. Je vous rappelle que lorsque le président de la République a demandé à ce que Moïse Katumbi retourne dans ce pays, avec tous ceux qui étaient avec lui, les Salomon et tout le monde et tout ça, M. Tshisekedi gérait ce pays avec le FCC. Il n'avait pas le ministère de la Défense, c'était entre les mains du FCC. Vous vous rappellerez de l'union, du mariage entre Cache et FCC. Mais c'est pendant ce moment-là que M. Tshisekedi a pris le courage de demander à ce que M. Katumbi retourne dans ce pays. On lui a remis le passeport. Il ne pouvait pas avoir peur de Moïse Katumbi à ce moment-là. Il va avoir peur de Moïse Katumbi au moment où il a déjà une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, une majorité au niveau du Sénat, et il va avoir peur de M. Moïse Katumbi pour le moment? Non. Ça, c'est comme ça dans le comportement de nos opposants en République démocratique du Congo. Ils cherchent toujours à se victimiser, ils cherchent toujours un faux fuyant. Et je vais vous dire une chose, que tout ça, voilà le problème. Le problème, c'est que lui-même, M. Moïse Katumbi, sait qu'il ne sera pas candidat, et même s'il est candidat, président de la République, il ne sera pas élu. Alors, pour ne pas subir une telle humiliation, il faut créer des astuces pour dire aux gens que non, je n'ai pas postulé parce que j'étais poursuivi, parce que on n'a pas voulu de ma tête, et voilà, voilà. Moi, j'ai dit ceci, que tous ces opposants mettent les deux pieds sur terre, qu'ils viennent en République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'exil politique avec ce régime, c'est ce que j'ai constaté.
qu'ils viennent et qu'ils se mettent ensemble et qu'on organise ensemble les élections, la majorité et l'opposition, qu'on organise ensemble les élections, comme nous avons déjà adopté cette voie-là, et que le meilleur candidat de tous ceux qui vont se présenter gagne ces élections et que nous puissions aller de l'avant. Et aussi que nous puissions parler le même langage par rapport à l'agression que nous sommes en train de subir de la part du Rwanda pour que notre pays puisse se retrouver dans ses frontières depuis l'époque de l'indépendance, que notre population puisse vivre dans la quiétude et dans la paix. Voilà ce qu'il faut faire par rapport à ça. Voilà. Éviter toutes ces velléités de têtes qui gênent et tout ça. Nous n'allons pas terminer cette émission sans pour autant aborder ce qui se passe entre le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka, et le pasteur Godin Poyi. Nous avons tous suivi dans les médias, sur la toile, les torchons brûlés entre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur Gentini Ngobila. Il a écrit plusieurs correspondances, plus de 6 en 48 heures. Le gouverneur n'a pas répondu, mais subitement sur la toile, hier, nous avons vu une vidéo qui circulait, la vidéo dans laquelle le gouverneur Gentini Ngobila et Godin Poyi se serraient la main, mais c'est comme si c'était des enfants qu'on commandait ou qu'on demandait. En fait, c'est ce que nous avons vu dans cette image. Ceux qui ont fait la communication disent même le non-verbal a un sens. Regardons leur visage. Kota la pasteur Godin Poyi, kota la Gentini Ngobila. Vous voyez que na kati ya mitema bazana la frustration ya kosakana teme pour tromper l'image de ceux qui leur suivent. Mais il fallait quand même Mbappé Salambote. Dommage. Voilà, la vidéo est là, la vidéo est là. Vous regardez deux personnes qui se réconcilient sans même se regarder du visage. Ça prouve à suffisance qu'ils ont une réconciliation à l'Okuta. Monsieur Dani, tout ce qui s'est passé entre Godin Poyi, nous avons entendu, les gens sont... Il y a des structures même de partis politiques, je crois, c'est des structures proches à l'IDPS, qui a décrié aussi la mauvaise gestion de Gentini Ngobila, s'appuyant au dire du pasteur Godin Poyi. 4 ans après, lui qui plébiscitait Gentini Ngobila comme un meilleur gouverneur, en un clin d'œil, il s'est retourné contre lui et puis une semaine après, il revient à sa décision, dire qu'il n'y a pas de problème entre lui et Gentini. Est-ce que vous pensez que les Congolais qui se regardent, qui suivent la politique de la République démocratique du Congo, peuvent donner du crédit à ces deux personnalités? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question qui, au fait, a beaucoup dérangé les Kinois. Et moi en particulier, parce que je suis en train de militer contre la théâtralisation de la vie politique en République démocratique du Congo. Il y a certaines choses que nous devons éviter, et surtout lorsque nous assumons certaines responsabilités. Nous devons avoir une autre façon de voir les choses lorsque nous sommes en train de gérer la chose publique. Et lorsque nous assumons certaines responsabilités, il y a toujours un certain comportement que nous devons adopter. Et cela nous a été donné depuis le bas âge, lorsque nous demeurons encore dans le toit paternel. Il y a toujours des conseils, il y a toujours des instructions qui nous ont été données. Lorsqu'il y a un problème entre papa et maman, les enfants ne doivent pas être au courant. Ce sont des choses qui doivent se traiter d'une manière responsable. Mais le cas de Gentini Ngobila et M. Godin Poyi, je vais dire ceci, je vais dire ce que j'ai suivi aussi comme tout le monde, ce qui se passe. M. Godin Poyi, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié par rapport à ses interventions, par rapport à son attitude et ses conseils lorsqu'il passe même sur des chaînes de télévision, même lorsqu'il dirige le débat au niveau de l'Assemblée provinciale. Et M. Gentini Ngobila aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que nous avons vu autant de gouverneurs dans la ville de Kinshasa, mais ce que ce gouverneur est en train de faire actuellement, il y a des choses à lui reprocher. Mais du moins, il y a une volonté de faire quelque chose pour la ville de Kinshasa, que j'ai déjà constaté dans le chef de ce gouverneur-là,
N'empêche que là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Mais seulement, je suis en train de condamner cette attitude-là. De faire voir à la face du monde que deux chefs de deux institutions différentes, parce que nous devons savoir, avec le régime que nous avons en République démocratique du Congo, que chaque province a une assemblée. Oui. Et Godem est le patron de l'assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Et le gouverneur de la ville qui est justiciable ou responsable devant l'assemblée. Oui. Et le président, le chef de l'exécutif de la ville de Kinshasa. Et ces deux ici ne sont pas des ennemis. Ils ne doivent pas vivre en chien et chat. Mais ils ne doivent pas aussi vivre en amoureux, comme des fiancés, non. L'Assemblée provinciale a le devoir de contrôler l'exécutif provincial et l'exécutif provincial doit rendre compte devant cette Assemblée, recevoir les observations de cette Assemblée, le mettre en pratique et aussi recevoir les conseils de cette même Assemblée pour la bonne marche de la province-ville de Kinshasa. Parce que la ville de Kinshasa ne doit pas vivre que selon les conseils qui sont dans le cabinet de Ngobila, non, ou de l'entourage de Ngobila. Il y a des gens qui sont votés dans la ville de Kinshasa qui doivent amener les doléances de leur base. Et ces doléances sont amenées au niveau de l'Assemblée. Et Godempo, il ne fait qu'extérioriser tout ce que les députés ou la base de Kinshasa a comme problème qui doit être présenté auprès du gouverneur. Et lorsqu'il présente ça chez le gouverneur ne doit pas prendre ça dans le sens d'un combat. Non, il doit dire qu'effectivement, ce que Godempo lui dit, c'est ce qui vient de la base, parce que c'est Godempo qui gère les députés de la ville-province de Kinshasa. Et lui gère l'exécutif. Alors, dans ce sens-là, s'il y a un malentendu, que ce soit du côté de Ngobila, que ce soit du côté de Godempo, ils doivent savoir comment gérer cette histoire-là en grande personne et gérer aussi ça en tant qu'homme d'État. Oui. Il n'y a pas opposition et majorité là-bas. Ce sont des gens qui doivent gérer les choses d'une manière responsable pour permettre à ce que la ville de Kinshasa puisse décoller. Parce que nous avons vu déjà des signaux. Nous avons vu des signaux, mais nous attendons à ce qu'il y ait quand même des réalisations pour qu'aujourd'hui, après-demain, que nous puissions aussi parler que nous avons quand même une ville de Kinshasa digne de capitale de la République démocratique du Congo, qui est un grand pays au centre de l'Afrique. À ce jour, est-ce que nous pouvons donner raison à Néron Mbungu, qui est parti, mais qui a dit que la ville de Kinshasa était très mal gérée parce que Gentini s'est comporté au bourreau de la ville, c'est-à-dire il ne voulait même pas, ou il ne prend même pas en compte les conseils de ses collaborateurs. Tous ces scénarios qui viennent de se dérouler entre monsieur le gouverneur Gentini et le président de l'Assemblée provinciale peut justifier ce que Néron Mbungu avait fustigé en son temps. Ce que moi j'ai toujours dit en République démocratique du Congo, c'est que il faut avoir le courage de dénoncer lorsque nous sommes aux affaires. Après avoir quitté les affaires et dénoncé, moi je ne prends pas ça avec beaucoup plus de considération. Pourquoi? Parce que ça sera comme quelqu'un qui justifie son échec, ou soit selon celui qui veut nuire peut-être celui qui est resté parce que lui est parti. Néron Mbungu était aux affaires comme adjoint de Gentini Ngobila. Ce que vous devez savoir, c'est que le vice-gouverneur n'est pas voté. C'est le gouverneur qui est voté et le vice est sur la liste du gouverneur. Il est son colistier. Il est son colistier, tout ça. Alors, lorsqu'ils étaient avec Gentini Ngobila, ce que nous devons aussi savoir, c'est que un chef connaît ses collaborateurs. Et lorsqu'il se déplace, il sait à qui faire confiance et il sait aussi la compétence de ses collaborateurs. Lorsqu'il constate que tel ou tel autre de mes collaborateurs n'est pas en mesure d'assumer telle ou telle autre responsabilité, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Le problème qui a existé entre Ngobila et Néron Mbungu, et deux savent ce qui s'est passé entre eux.
Mais la vraie raison de son départ jusqu'à présent, ni Jantini Ngobila, ni Néron Mbongo, personne n'a communiqué ça à la population. Et tout ce qu'on nous raconte là, ce sont de mascarades. On veut tout simplement nous balancer ou nous tirer dans la boue pour que nous puissions gober tout, parce qu'ils savent que les Congolais ou les Quinois vont tout accepter parce qu'ils sont bien placés pour nous expliquer. Parce que ce sont eux qui passent chaque fois sur des chaînes de télévision, ils ont des communicateurs, mais nous ne passons pas tout le temps comme eux. Et nous finirons par accepter ce qu'ils vont nous donner comme vérité, comme parole de l'évangile. Non. La vérité dans leur affaire, c'est autre chose que ce que le Néron Mbongo continue à nous relater, parce qu'il n'y a que lui qui a communiqué jusqu'à là par rapport à son départ. Mais Ngobila n'a jamais communiqué. Vous avez suivi le vice-gouverneur actuel, Jekoko Mulumba, qui est avec Jantini Ngobila, à qui il laisse la signature à son départ. Lorsqu'il se déplace, il laisse la signature à Jekoko. Et Jekoko gère la ville. Ce que Néron Mbongo ne faisait pas. C'est parmi les reproches. Oui. Ce que Néron Mbongo ne faisait pas. Qu'est-ce qui a fait qu'à Jekoko, on laisse la gestion de la ville, on lui laisse la signature, mais à Néron Mbongo, on ne le faisait pas. Donc, on aime plus Jekoko que Néron Mbongo. Comprenez qu'il y avait un problème autre. Donc, ce n'est pas ça la raison. Oui. Donc, les raisons se trouvent ailleurs. Ce que nous pouvons prodiguer comme conseil à nos aînés là, ils doivent quand même nous éviter certains spectacles qui... Ils peuvent peut-être les discréditer ou soit jeter de l'opprobre sur la ville de Kinshasa. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous avons besoin de conseils constructifs et besoin aussi des actions qui peuvent faire à ce que la ville puisse décoller et aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup. C'est sur ces mots de M. Dani Tchamala que nous mettons un point final à cette émission. Je pense que j'ai l'habitude de le dire sur mon plateau. Tout ce que nous disons sur cette table, c'est pour permettre à la République démocratique du Congo d'aller de l'avant. Personne ne peut quitter chez lui pour passer dans une émission et chercher à clouer la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas la même façon de voir les choses, mais nous pouvons contribuer différemment pour que la République démocratique du Congo retrouve sa grandeur et ses plus grands pays que nous avons perdu plusieurs valeurs en République démocratique du Congo. Nous avons besoin de rebâtir cette nation. Et la petite pierre de tout un chacun permettra à ce que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Vous êtes responsable dans un secteur, essayez de placer le premier escalier, le deuxième, le troisième. Si on vous enlève, celui qui viendra puisse continuer. Ce n'est pas que quand on vous enlève, on vous ôte d'une fonction, que vous cherchez à mettre le bâton dans les roues à la personne qui va vous remplacer. C'est ce qui fait que la République démocratique du Congo continue à patauger, à stagner. Mais je ne terminerai pas aussi cette émission sans dire merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Samuel à la prise de vie, Benjamin et Kokomuya à la régie finale. Je m'en vais souhaiter un heureux anniversaire à Tessia Kenge. Joyeux anniversaire à toi. Que le Seigneur t'accorde une longue vie et te comble de sa grâce. Bye bye. Thank you.